Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, nous sommes avec le restaurateur de photographie spécialisé en daguerréotypie et galeriste et daguerréotypiste, Jérôme Monnier. Merci de me recevoir dans votre galerie comme un avion. Donc nous sommes dans le nord de Paris. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Jérôme Monnier, je suis effectivement restaurateur de photographie. Je me suis spécialisé dans le domaine de la daguerréotypie, c'est-à-dire le premier procédé photographique dévoilé par Jacques-Louis Mandé-Daguerre en 1839. C'est une spécialisation qui s'est faite grâce à un diplôme que j'ai passé à l'Institut français de restauration des œuvres d'art en 92. Et depuis, je me suis installé en tant que restaurateur de photographie avec cette spécialité en statut libéral. Et j'ai créé un petit atelier de restauration. Alors, est-ce que, pour revenir un petit peu en détail sur votre parcours, est-ce que votre famille ou votre entourage avait un lien avec la photographie ? Alors, pas vraiment, en tout cas pas consciemment au départ, mais je me suis aperçu après que mon grand-père avait pratiqué la photographie sous une forme un peu particulière, qui est la photographie stéréoscopique. Et je me souviens quand j'étais tout petit que j'avais un vieux tonton qui avait été aviateur pendant la guerre de 14 et qui était émerveillé devant son Polaroid, et j'avais été moi aussi émerveillé devant ce Polaroid. Oui, ça m'avait marqué effectivement, mais je m'en aperçois rétrospectivement, si vous voulez. C'est pas ma famille n'a pas vraiment eu d'impact sur ma formation. J'ai cependant, quand j'étais préadolescent, j'ai pratiqué la photographie, le laboratoire, et je me souviens très bien de l'émerveillement que procure la montée de l'image. Quand l'image est révélée dans le bain chimique, et on est tout excité parce qu'on a créé quelque chose quand on est jeune, quand on a 12-13 ans, créer quelque chose comme ça, c'est un petit côté magique. Et ça, je l'ai toujours gardé en tête, et par la suite, quand j'ai créé mes premiers daguerréotypes, j'ai ressenti cette même sensation assez merveilleuse. Pourquoi vous avez voulu faire cette formation de restaurateur Oui, alors ça, c'est un petit peu de restaurateur de photographie, c'est un peu le hasard. J'ai fait l'école du Louvre, je suis diplômé de l'école du Louvre, et j'avais eu un cours très intéressant sur les techniques, sur les techniques des œuvres d'art. Et il y avait un petit volet sur la restauration. J'avais été intéressé, et en fait mon premier penchant c'était plutôt vers l'art graphique, j'étais très intéressé par les papiers collés, par les papiers déchirés, par tous les assemblages de papiers divers. Et j'avoue franchement que j'avais un penchant naturel pour la restauration des papiers, et je me suis présenté à l'Institut français de restauration des œuvres d'art. Et à cette époque-là, c'est dans un lieu absolument magique que sont les Gobelins. Et c'était dans des bâtiments un petit peu vieillots. Moi, ça me correspondait. En tout cas, j'adorais ce lieu-là. J'y ai passé mes études, mais j'y ai passé 4 ans par la suite. Mais quand je suis entré, quand j'ai frappé à la porte de cette vieille maison, en fait, on m'a annoncé, il y a le département de photographie qui s'ouvre. Vous pouvez essayer de vous inscrire si vous êtes intéressé par la photographie. Et effectivement, j'avais un petit intérêt parce que j'ai eu des cours à l'école du Louvre par Bernard Bisten, un petit peu autour de la photographie, mais de manière assez accessoire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'avais dans mon entourage d'amis, j'avais un ami qui était photographe professionnel, artiste, et je pense que c'est une espèce de conjugaison comme ça des astres qui a voulu que je m'oriente vers ça. Je me suis présenté au concours, et puis voilà, ça s'est passé en juin, le concours avait lieu en octobre, j'avais 3 mois pour peaufiner la technique à la fois de l'apprentissage de l'histoire, l'apprentissage de l'histoire de la photographie, l'histoire des techniques, et aussi la pratique du tirage photographique
que j'avais, je vous l'ai dit, j'avais fait un petit peu à l'âge de 12-13 ans, mais j'avais pas j'en avais fait aussi à 19-20 ans, j'en avais fait, mais j'étais pas au point du tout pour prétendre présenter le concours. Et donc Thierry Aubin, mon ami photographe, m'avait vraiment donné un coup de main pendant l'été, et ce qui m'a permis de me présenter de manière correcte au concours. Alors, ça m'intéressait qu'on revienne au moment de quand vous êtes sorti de l'école. Donc, comment était le paysage de la photographie quand vous êtes sorti, et puis quels étaient un petit peu les premiers clients, enfin en tout cas les premières personnes avec qui vous avez pu commencer à travailler? Alors, le paysage de la photographie était... En fait, c'est un petit peu complexe, mais on est arrivé au bon moment. En fait, la création du département des restaurateurs du patrimoine photographique par Anne Cartier-Bresson est arrivée au moment où il y avait une prise de conscience de l'enjeu du patrimoine photographique, de l'importance de la photographie et de l'importance d'en prendre soin, de l'importance de correctement conserver ces photos dans les collections, tant publiques que privées. Et donc, c'était une période où, du point de vue tout simplement de la valeur des photos, les photographies ont pris beaucoup de valeur. Les grandes collections étaient déjà constituées, les grands collectionneurs étaient déjà en place, mais il y avait de nouveaux collectionneurs, notamment à l'étranger. Et donc, il y avait une forte émulation. Et les ventes... à la fin des années 80, milieu des années 90, fin des années 90, on fait des records. Et ça, c'est pour la partie marché. Et pour la partie du patrimoine national, dans les musées, etc., effectivement, c'était une période où les conservateurs ont pris conscience de l'importance des photographies, la découverte de leurs fonds, découverte de photographies, aidé par d'autres conservateurs. Enfin bref, il y avait une forte émulation à ce moment-là. Et nous, on est arrivés en tant que restaurateurs, proposant effectivement un service de restauration, dans le sens où c'était une grande part de conservation préventive, mais il y avait aussi une part de restauration tout à fait classique, avec des nettoyages, des consolidations. Bref, il y avait pas mal de boulot à ce moment-là. Donc on n'était pas dans la période des collectionneurs primitifs, les précurseurs, pas primitifs, précurseurs, les collectionneurs précurseurs, mais on était dans la période juste après. Donc voilà, le contexte était effectivement très très favorable, et chaque année à l'école, on a et le concours s'est ouvert, et il y a eu des générations comme ça de jeunes restaurateurs qui ont été formés par l'école, par l'Institut français de restauration des œuvres d'art, qui s'appelait l'IFROI. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir sur les différents projets, donc avec quelle institution, avec quel partenaire vous travaillez, donc privé, public, et puis un petit peu aussi quelles sont les différentes actions que vous pouvez faire avec. Oui. Alors à l'époque, effectivement, on était un petit peu tous sollicités par différents musées, parce que nous arrivions sur le marché, on était donc des prestataires de services. Il n'y a pas eu de poste de créer, par quelques exceptions, il n'y a pas eu de poste de créer de restaurateur à temps plein dans les institutions publiques. En revanche, ils appellent à nous pour faire des devis et s'occuper des photographies. Et bon, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler pour le musée d'Orsay assez vite, et j'ai eu un très très bon contact avec Françoise Elbrun, la conservatrice en chef du département photo à l'époque, et c'était un bonheur de travailler notamment sur les daguerreotypes du fond du musée d'Orsay. J'ai eu la chance de travailler pour la Société française de photographie, m'occuper plus d'une centaine de daguerreotypes absolument incroyables, parce que la Société française de photographie a recueilli les plus beaux daguerreotypes de l'histoire de la photographie, en fait. J'ai été mise aussi à l'épreuve quasiment après la sortie du diplôme par le musée de l'Homme, qui est devenu le musée du Quai Branly par la suite,
où là on m'a carrément confié 170 daguerreotypes à restaurer, ce qui est une masse considérable. Mais bon, il fallait en prendre soin parce qu'ils étaient en grand danger à ce moment-là, parce que c'était des plaques nues, ils n'étaient pas protégés par un écrin ni par une plaque de verre, ils étaient juste placés dans des boîtes à rainures. Donc ça, évidemment, ça fait l'objet d'une publication, ça a fait l'objet d'une communication. Et je me suis occupé, ça c'était mon premier gros chantier en quelque sorte, dans les réserves du musée de l'Homme. Je me suis attelé à mettre sous écrin et sous protection ces magnifiques daguerreotypes de moulage de visage, de têtes, de toutes sortes de sujets absolument passionnants. Et j'ai des nouvelles de temps en temps de la part du musée, de la conservatrice. Ils se portent bien. Et pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser sur le daguerreotype Voilà, pourquoi Alors, une carrière Alors, pourquoi je me suis passionné pour cette petite image, toute petite image difficile à observer. En fait, c'est à la fois simple et compliqué. J'ai été extrêmement marqué. Vous savez, lors de notre enseignement, quand j'étais étudiant, nous avions, Anne Cartier-Bresson nous a offert la possibilité de rencontrer les plus grands acteurs à l'époque, soit de la pratique photographique, soit de la conservation, de la restauration. Bref, elle a fait appel à beaucoup de précurseurs, les premiers grandes figures de ce domaine. Et elle nous a fait rencontrer, comme intervenant à l'école, un personnage emblématique qui s'appelle Grant Romer. Et Grant m'a beaucoup marqué. C'est un personnage charismatique qui est à la fois historien du daguerreotype et restaurateur. Et c'est quelqu'un qui est devenu un ami par la suite, mais qui m'a profondément marqué. Et ses cours m'ont marqué. Et si vous voulez, je me suis effectivement penché sur cette petite image. Et j'y ai vu. Alors, après, c'est rétrospectivement. C'est vrai que j'ai jamais cherché la facilité, et c'est vrai que c'est une image assez compliquée à manipuler, parce que l'erreur n'est pas permise. On peut pas faut prendre d'infinies précautions lors des manipulations et des restaurations. Lorsqu'on ouvre un daguerreotype, par exemple, il faut être extrêmement concentré. Et je pense que c'est ça, c'est la difficulté qui s'offrait à moi en tant que restaurateur, qui m'a peut-être excité, qui a éveillé la curiosité. Ça a été effectivement le charisme de Grant devant cette image. C'est le côté primitif aussi de cette image, parce que c'est quand même... Moi, ce qui me passionne, c'est que c'est la première image photographique qui a été conçue par un homme, quasiment prête à l'emploi. Et donc, moi, c'est ce côté primordial qui m'a fasciné. Après, oui... est-ce que c'est la petite taille de l'image? Je ne sais pas. Après, c'est compliqué de dire exactement. C'est vrai que je suis dedans depuis 92, en fait. Depuis le moment où j'ai eu ces cours avec Grant Romer, je suis plongé dedans. C'est un bain de daguerreotype, en fait. Voilà. Alors, quelles sont les différentes interventions, enfin, en tout cas, les différentes actions que vous pouvez faire. Donc là, moi j'ai du coup en tête tout ce qui est observation avant une vente. Voilà, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur les différentes actions que vous pouvez faire en tant que restaurateur? Oui. Alors, en général, on consulte effectivement pour plusieurs choses, soit en tant que conseil, expertise. Soit avant une vente pour la partie vendeur, soit avant une vente dans la partie acheteur. Est-ce que c'est Jérôme? Est-ce que ce daguerreotype est intéressant? Est-ce que techniquement il est bon? Est-ce que les altérations que je vois sont restaurables? Et donc effectivement, moi j'apporte des réponses. Et je dis voilà, effectivement, ça me paraît jouable, ça me paraît restaurable. C'est juste une altération chimique, une ternissure argentique. On peut effectivement corriger cela, parce que bon, effectivement, j'ai fait un mémoire sur la réduction des produits de corrosion des daguerreotypes par électrolyse, donc une étude relativement sérieuse qui a été faite.
et voilà, une expertise dans ce domaine. Et je peux répondre, effectivement, mais parfois je dis que voilà, malheureusement cet daguerreotype est trop rayé, il est frotté, et malheureusement ça ne me semble pas une bonne chose que d'investir dans cette plaque. Mais après, la décision revient toujours effectivement à l'acheteur. Comme c'est un objet qui est assez sensible, assez fragile, et qui est très sensible aux variations thermohygrométriques, c'est un objet en argent qui va se ternir, et donc il convient que l'écrin soit parfaitement étanche à l'air. Et la plupart du temps, c'est pas le cas parce que les matériaux vieillissent. Et donc là, on me consulte pour de la restauration assez classique finalement, plutôt une conservation préventive d'ailleurs, pour faire en sorte que ces daguerreotypes ne soient pas plus sujets à l'atmosphère ambiante, polluée, humide. Voilà. Là, c'est plutôt la partie musée. Et puis il y a aussi des collectionneurs privés qui me montrent des daguerreotypes qui présentent diverses altérations. Là, c'est pareil, c'est à la fois une restauration un petit peu dure, et puis une conservation préventive, un remontage. C'est assez multiforme en fait, là, les interventions. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez pu voir ces dernières années dans votre métier de restaurateur, et quelles sont les évolutions que vous pouvez voir dans les années qui viennent? Alors ça dépend ce que vous entendez par difficulté, des difficultés techniques dans l'exercice de mon travail, ou les deux. Difficultés d'ordre général de la pratique du restaurateur et du restaurateur en général. Alors si on prend l'aspect général des choses, la difficulté de la pratique, je trouve qu'il y a une approche un petit peu trop administrative de la restauration, une approche qui je trouve est moins sensible qu'avant. Les rapports avec les institutions, les institutionnels sont un petit peu trop formalisés, un petit peu trop encadrés par des appels d'offres, des choses comme ça qui sont extrêmement ennuyeuses. Répondre à un appel d'offres vous prend un temps fou. Et ça, je pense être le porte-parole de beaucoup de restaurateurs. On perd un temps fou, on n'est pas sûr d'avoir ces appels d'offres. Ça crée une petite ambiance de concurrence que je trouve tout à fait malsaine. Moi, je regrette le temps où on avait un rapport de confiance avec un conservateur, où l'on demandait mon avis d'expert en quelque sorte, et je le donnais, et puis ça donnait lieu à un devis ou pas, ou une intervention ou non. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a plus de concurrence? Non, c'est une idée qui me vient. Non, il est possible qu'effectivement, mais je pense pas que ce soit la concurrence qui crée ça. Je pense que c'est la peur de la part des institutions de mal faire, voilà, c'est un manque d'engagement, peut-être un manque de personnalité. Mais bon, ça paraît très critique ce que je dis, mais ça peut être ça, effectivement. C'est assez complexe. Mais non, sinon, le marché... le marché actuellement, à cause de la crise sanitaire, est totalement atone. Il n'y a plus de vente, il y a moins d'innovation de la part des collectionneurs, alors qu'on sent ils sont sur les starting blocks, les collectionneurs. Tout le monde le dit. Ils veulent continuer à chercher, à trouver de nouvelles images, mais comme le marché est atone, ils sont très très frustrés. Donc pour l'instant, du côté du marché, c'est très très plat. En revanche, du côté des institutions publiques, il y a encore des appels d'offres, il y a encore une demande des institutions. Voilà. Mais bon, c'est vrai que nous sommes très nombreux sur le marché, et du coup, effectivement, ça dilue un petit peu les choses. Et les difficultés techniques, du coup? Alors, les difficultés techniques, bien sûr qu'il y en a. Hier soir, j'ai encore été interrogé sur des questions de tâches, sur des tirages extrêmement précieux, extrêmement rares. Et oui, en photographie, on se heurte à
à des problèmes que l'on rencontre peut-être en art graphique, dans le traitement des dessins, dans le traitement des gravures, mais malheureusement en photographie, on a une composante qui est très très importante pour certains procédés. On a une composante qui est l'argent de l'image, qui fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a une émulsion, ça peut être de l'albumine, de la gélatine, et qui ne supporterait pas forcément tous les produits chimiques qu'on pourrait lui appliquer. Du coup, ça fait qu'on a un champ de traitement qui est assez étroit. On peut pas. Je pense qu'on n'a pas la même latitude que les restaurateurs d'art graphique. On est contraint par cette chimie si particulière de la photographie. Et donc, du coup, effectivement, ça génère une certaine frustration, d'autant plus que on a un cadre déontologique, on a quand même une contrainte, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne fait pas de tests comme ça, à l'aveugle, sans prévoir ce qui va se passer par la suite. Ça, c'est fondamental. Donc, on peut pas... parfois, on est obligé de dire aux collectionneurs, il va falloir que vous vous habituez à cette tâche, il va falloir, malheureusement, je ne peux rien faire sans prendre de risques. Je ne voudrais pas provoquer quelque chose qui soit encore pire que ce que vous voyez actuellement. Donc là, de ce point de vue-là, oui, on est limité. Et puis la restauration photographique est une discipline relativement jeune. On n'a pas tout le background des autres disciplines, que ce soit bien sûr la peinture, la sculpture ou les arts graphiques. Finalement, c'est dans le domaine de la daguerreotypie qu'on a finalement un champ qui est relativement libre avec ces techniques de nettoyage, même si il faut vraiment les contrôler. C'est très, très, très délicat. Est-ce que vous voyez des évolutions dans les prochaines années sur le métier de restaurateur de photographie? Oui, il y a des évolutions possibles dans ce sens où la photographie est multiple, c'est-à-dire qu'il y a de multiples procédés et que les diplômes qui sont sortis de l'école de la part des jeunes restaurateurs, finalement ne concernent qu'une petite partie de ces procédés photographiques. Et par exemple, alors évidemment, il y a les daguerreotypes, les ambrotypes, quelques procédés couleurs, voilà, des travaux ont été faits sur ces choses-là, mais il reste beaucoup d'investigations à mener concernant, je sais pas, je dirais des tirages aux platines, des tirages, des photos avec des virages un peu spécifiques. Même dans le domaine du cibachrome, je pense il reste beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est dans le Polaroid par exemple, comment gérer la bonne conservation et la restauration d'un Polaroid, qui, on le sait bien, est un procédé unique, un positif unique et qui se dégrade chimiquement de manière inexorable. Donc oui, alors l'évolution du métier ne passera que par la recherche et notamment par la recherche faite grâce aux étudiants de l'école ou de l'université, mais pour que ça soit fait de manière sérieuse. Il faut que ça soit fait de manière scientifique. Et donc, voilà, il y a plein de domaines. C'est intéressant, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est très dynamique. Alors du coup, là on s'approche d'une partie de mes questions qui donc concerne votre activité de daguerreotypiste et la galerie. Donc pourquoi vous l'avez lancée et puis comment vous organisez votre temps entre la restauration, la création de daguerreotypes et le temps à la galerie. Donc comment ça s'articule et puis pourquoi vous êtes lancé? Alors, pourquoi je me suis lancé dans la galerie? Parce qu'il me restait un peu de temps dans la semaine, de 7 jours. Mais plus sérieusement, je présentais mes daguerreotypes, mes travaux, par le truchement de Facebook. Et donc, effectivement, il y a des gens qui me suivent, qui apprécient mon travail, et notamment au niveau international. Des gens aux États-Unis qui me suivent, et qui sont à chaque fois, je pense, satisfaits de voir mes nouvelles images. Et en réalité,
La question du daguerreotype, c'est pas seulement une question d'image, c'est une question de rapport qu'on peut avoir avec un objet photographique. C'est-à-dire que le daguerreotype, on le prend dans sa main, on a du mal à le voir parce que c'est une surface reflétante, il faut chercher, et puis c'est une espèce de découverte qu'on a à chaque fois qu'on a un daguerreotype dans les mains, on regarde de près, et on a une expérience intime. Et donc, je pensais que moi, ça me frustrait de passer uniquement par l'intermédiaire d'un écran digital. Et donc, je me suis dit, voilà, montrer mon travail. Et il se trouve que parmi mes clients, il y avait quelqu'un qui avait une petite boutique de vente de photographie au marché Dauphine. Il m'a dit, mais essayez donc d'ouvrir une petite galerie ici, et là, vous montrerez votre travail. Et donc là, c'est un vrai plaisir, en fait. Moi, dans la semaine, je fais mon travail de restaurateur, mon travail rémunérateur de restaurateur de photographie. Et j'attends, et c'est vrai, j'attends avec impatience le week-end pour être dans ma galerie, même s'il fait très froid en hiver. Bon, c'est une expérience toute récente aussi, hein, ça date de début décembre. Mais c'est un vrai plaisir de montrer mon travail, de le mettre comme je le fais en correspondance avec des tirages anciens, des espèces de jeux comme ça de correspondance d'images entre mes propres œuvres et des photographies, ça peut être même des cartes postales d'ailleurs, faites par d'autres. Et voilà, et du coup, ça provoque des rencontres, parce que les circonstances actuelles sont compliquées, mais ça provoque des rencontres que je trouve enrichissantes, notamment de jeunes qui veulent se lancer dans les procédés anciens. Je leur dis à chaque fois que c'est pas si compliqué que ça de faire des daguerreotypes, ça peut être passionnant. Et je suis pas avare de conseils en tout cas. Et voilà, moi ça me plaît. Ça a été compliqué parce que voilà, il faut montrer les choses de manière. C'est un autre métier, je pense. Ouais, ça. Alors effectivement, après, bon, c'est vrai que j'ai la prétention de vendre mes daguerreotypes, mais là, je suis pas très à l'aise. Mais oui, c'est un vrai métier. Mais je pensais que c'était compliqué de parler de mon travail. Le fait de l'avoir montré, j'ai découvert des choses, en fait. J'ai découvert que j'aimais bien le paradoxe dans les images, des choses dont j'avais pas conscience. C'est un petit peu comme quand j'ai travaillé sur les daguerreotypes où je me suis amusé à les daguerreotypes personnels, où je me suis amusé à enlever de l'argent avec un petit pinceau à retouche. Ça a été un peu une découverte par hasard. Et là, en fait, en montrant mon travail, en essayant de l'exposer de manière un peu cohérente, je me suis aperçu que mes images avaient une certaine... Enfin, il y avait certains paradoxes que j'aimais bien cultiver à travers mes images. Et ça, je m'en étais pas rendu compte, en fait. Voilà. Donc, montrer son travail, c'est pas forcément le remettre en question, mais en tout cas, c'est de s'interroger sur ce qu'on a fait. Et sur des choses qu'on a faites et dont on n'avait pas conscience. Et ça c'est une vraie découverte. Peut-être que j'avais pas besoin de galerie pour le faire, mais c'est vrai que quand on produit beaucoup de plaques, on les met dans ces boîtes en bois, tout ça, on travaille. Et voilà, c'est s'interroger sur son propre travail. Et ça, pour moi, c'est une nouveauté. Pour moi, c'est enrichissant. Pour l'instant, ça ne change rien à mon inspiration, mais voilà, peut-être que pour plus tard. Et vous exposez aussi quelques tirages anciens ? Oui, alors l'idée, c'est effectivement de mettre en parallèle des images. Bon, j'avoue aussi que ces tirages anciens, c'est un choix. Hein. Je sélectionne de manière assez précise ces tirages. C'est aussi pour montrer, au départ, dans mon premier accrochage, c'était pour montrer ce qu'il n'était pas possible de faire avec la technique ancienne du daguerreotype. Voilà, c'était... je ne peux pas faire d'instantané avec mon daguerreotype. Quand je photographie, je fais un daguerreotype avec beaucoup de gens qui circulent, ce sont des petits fantômes qui circulent. Je ne peux pas faire d'instantané. Donc j'avais mis beaucoup d'instantanés à côté de mes daguerreotypes. Voilà, c'était pour un petit peu
mettre en perspective la technique pure du daguerreotype et voir ce que la photographie par la suite, avec le procédé négatif-positif, a apporté à l'histoire de la photographie. Vous disiez qu'aux États-Unis, il y avait aussi un marché de la photographie ancienne. Est-ce que vous pourriez juste expliquer en quelques mots les différences que vous avez pu remarquer entre la France et les États-Unis, en grande ligne, hein, voilà. Oui, alors aux États-Unis, l'intérêt pour la photographie a été antérieur à la France. Pour preuve, une des plus belles collections de daguerreotypes compilées par Gabriel Cromer est aux États-Unis, au musée de Rochester. C'est une collection colossale de daguerreotypes français qui se trouve être, non pas en France, mais à Rochester, dans l'État de New York, dans la patrie de Kodak. Ça, dans les années 30. Donc, effectivement, pourquoi ? Parce que, de manière traditionnelle, les Américains ont porté un intérêt particulier au daguerreotype. La technique daguerrienne est bien plus évoluée aux États-Unis au XIXe siècle, dans les années 1850, qu'en Europe. Ils arrivaient à une maîtrise de la technique absolument extraordinaire, et ça s'est traduit par des portraits, surtout des portraits que l'on met dans des petits écrins en cuir et qu'on met dans la poche. Donc ça correspond au mode de vie dans ces années-là, entre 1840 et 1860, et donc il y a eu une masse considérable de production d'images daguerriennes. Et c'est aussi une pratique très commerciale. Alors que, en France, c'était effectivement une pratique commerciale, mais qui a été éteinte, qui a décru vers les années déjà 1855, qui a été petit à petit remplacée par la technique du négatif positif. Donc, et puis, il y a une tradition aussi aux États-Unis d'intérêt pour la photographie et d'intérêt par les musées. Mais il y a eu, avec un petit peu de retard, cet intérêt s'est aussi manifesté en France. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes, alors du coup c'est une question qui est en deux parties, pour des personnes qui souhaiteraient être restaurateurs de photographie, et l'autre partie de ma question, c'est des personnes qui souhaiteraient réaliser des daguerreotypes. Oui. Alors, pour ce qui est de postuler pour le concours de restaurateur, je pense que la meilleure voie, c'est quand même l'école. Donc maintenant, ça s'appelle plus l'IFROI, ça s'appelle l'INP, l'Institut national du patrimoine, donc la branche des restaurateurs, donc pas celle des conservateurs. Mais si quelqu'un est un intérêt particulier pour la photographie, pour l'image photographique, effectivement, c'est de préparer correctement son concours. C'est un concours qui est réputé difficile, mais qui en réalité, si on s'y prépare correctement, en quelques mois, on peut facilement devenir élève de cette école. Alors, est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails ? Oui. Allons-y. Donc, alors, moi, à mon époque, il fallait effectivement avoir des connaissances en chimie, des connaissances en histoire des techniques photographiques, et maîtriser la pratique du tirage et des virages éventuels. Donc, si c'est toujours le cas, effectivement, il faut bien s'y préparer, bien soigner ses techniques de pratique, la pratique du tirage, et puis bien se préparer en physique, chimie, mais je crois, à l'époque c'était niveau première terminale, donc c'est pas insurmontable. Il faut être rigoureux, il faut être, et puis après il ne faut pas avoir deux mains gauches, il faut être un petit peu à droite de ses mains. Et, il y a une petite épreuve d'habileté manuelle, donc il faut un petit peu s'entraîner là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir à une spécialisation
Non, on entre déjà, quand on postule pour le concours de l'INP, on entre déjà en spécialité. C'est-à-dire que le concours est spécifique à la photographie, aux arts graphiques et à la peinture, à la sculpture. Photographie ancienne ou photographie, est-ce que... Non, c'est photographie d'une manière générale. D'accord. Après, l'élève s'oriente vers un diplôme. C'est le diplôme qui va en faire sa spécialité. Soit si c'est si c'est daguerreotypie, ambrotypie, platine, collodion, tirage gélatino argentique, procédé couleur, Kodachrome, enfin il y a des tas de possibilités. C'est au moment vers la 4e année, maintenant c'est en 5 ans, il commence sa spécialisation. Mais à l'entrée du concours, on s'oriente soit dans le domaine photographique, soit dans le domaine du dessin, soit dans le domaine de la peinture. Et votre deuxième question? Et ma deuxième question, c'était pour du coup des personnes qui souhaiteraient faire du daguerreotype. Oui, exactement. Oui, on avait déjà un peu parlé, mais... Oui, alors ça, effectivement, c'est la pratique du daguerreotype. C'est en général, ça s'adresse à des gens qui sont passionnés par les procédés anciens et qui veulent s'exprimer à travers un procédé particulier. Et là, c'est pareil. Ce qui est demandé aux personnes qui voudraient suivre un stage, par exemple, c'est d'avoir une certaine rigueur. Voilà. Après, l'inspiration, la motivation, ça vient tout seul. Les produits chimiques que j'utilise ne sont pas si dangereux que ça. Je ne pratique plus le développement mercure, par exemple. Je fais un développement sur les rayons rouges de la lumière. C'est un filtre rouge. Et on obtient des images tout à fait correctes, même au début, même pour un débutant. Donc, si vous voulez, il est tout à fait possible. Alors, par contre, oui, il faut de l'inspiration, il faut avoir un petit peu de folie. Je pense que ce procédé ne demande que ça, en fait. Il faut sortir de cette espèce d'image qui, moi, au départ, m'a intéressé dans les années 90, qui on disait little picture difficult to see, c'est une petite image compliquée à voir. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce cadre-là, typiquement photographique, historique, pour ensuite s'ouvrir vers une création qui soit complètement débridée. On fait des grands formats, on fait des grandes plaques. Évidemment, ça pose des problèmes techniques. Polir une plaque au-delà de 18-24, ça devient compliqué. La sensibiliser, il faut fabriquer une boîte à sensibilisation de la taille de la plaque qu'on souhaite. Mais on peut faire des contacts, on peut faire des solarisations, des surimpressions, plein de choses différentes. Il y a des gens, j'ai vu, il y a des collègues qui font des très très belles choses, des très belles surexpositions. On arrive à faire des images, de triturer des images, avec ce médium daguerrien. Mais je pense qu'il faut, dans le domaine créatif, il faut le considérer vraiment comme un médium. Il faut sortir de ce côté procédé historique. Vous savez s'il y a des ateliers où on peut avoir accès à du matériel à Paris, ou alors c'est compliqué, il vaut mieux le faire soi-même? Non, il vaut mieux le faire soi-même, il faut tout fabriquer soi-même. Il y a juste les plaques de cuivre ou de laiton qu'on achète chez un petit marchand du Marais qui s'appelle Tartex, que l'on fait couper à la taille de son châssis photographique, ou de la taille que l'on souhaite. Et ensuite on fait argenter, on fait déposer de l'argent par électrolyse, on fait déposer à peu près 10 microns d'argent, ça suffit largement sur cette plaque-là, puis après il faut se mettre à polir pour obtenir ce qu'on appelle le polymiroir. Puis après, on l'a vu, on sensibilise à l'iode, etc. Donc tout ça, on fabrique ces ustensiles. L'appareil, si on utilise un appareil photo, effectivement, on peut fabriquer sa chambre, on peut, avec une bonne optique, mais bon, moi je le déconseille. Je conseille plutôt d'utiliser un bon appareil photo comme celui des photoreporters des années 50, un bon Graflex bien costaud, parce qu'il ne faut pas, quand on fait un procédé ancien, il faut éliminer toute source de problème. Il faut un appareil en bon état, avec un soufflet qui ne soit pas percé, parce que
toute déconvenue lors de la création d'une image peut être interprétée comme un souci lors de la manipulation, lors du polissage, lors de la sensibilisation, alors que c'est juste un problème mécanique lié à son appareil photo. Donc beaucoup de jeunes me posent la question, est-ce que je peux utiliser un appareil, une chambre en bois, une vieille chambre en bois? Moi, je l'ai, pour l'avoir fait, c'est quelque chose qui se sert pas bien et qui peut bouger lors de l'exposition, alors que dans les procédés anciens, on a des temps de pause qui sont au-delà de la minute. Donc il faut des appareils qui soient assez rigoureux, enfin qui soient assez mécaniquement qui soient assez stables. Donc je pense qu'il faut, il y a des appareils qui sont, je vous dis, les appareils les Graflex, des photoreporters sont pas coûteux. Un petit objectif, pareil, relativement qui va avec, d'ailleurs, qui est bon marché, ça suffit largement. Hein. Donc, mais après, il faut être un peu bricoleur pour fabriquer sa boîte à iode. Oui, c'est un peu, il faut savoir couper du verre, il faut savoir manipuler, enfin faire du bois un peu. Bref, là, il faut faire. Peut-être se mettre à plusieurs en tout cas. Si on... Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai une pratique totalement solitaire, à la fois de la restauration et de la pratique, ma pratique artistique, mais. Oui, on peut se mettre à plusieurs, faire appel à des compétences. C'est sûr que vous confiez une boîte à iode fabriquée par un menuisier, un ébéniste, ça sera beaucoup plus joli que celle que je peux faire moi. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là dans l'efficacité, en fait. Hein. C'était juste un moyen, la boîte à iode, pour obtenir une surface sensible à la lumière. Et donc c'est pas forcément. Je sais qu'il y a je vois sur Facebook, il y a des daguerreotypistes qui sont très soucieux de l'aspect esthétique de leur appareil, de l'aspect esthétique de leur boîte à iode, de leur boîte à mercure, etc. Pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la pratique, quoi. L'essentiel, c'est la pratique, c'est de bien préparer sa plaque. Après, c'est l'inspiration artistique, bien sûr. On a fait un petit peu le tour des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez qu'on aborde ? Ce que je peux dire, c'est que le métier de restaurateur est un métier absolument fabuleux. C'est un métier passionnant. Tout le monde dit, c'est un peu une banalité de dire que c'est un métier de passion, mais je pense qu'on ne peut pratiquer ce métier-là que si on a un rapport particulier à l'image. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner de l'argent. C'est pas le but. Il faut pas être, faut être sensible. Il faut aimer l'image. Il faut, c'est avoir, je trouve, enfin avec le recul, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Je pense qu'il faut avoir un rapport artistique avec les images que l'on traite. Je trouve que même dans les images les plus banales, il y a toujours une certaine poésie. Je ne dis pas pour tout, c'est sûr que nettoyer, traiter des négatifs sur plaques de verre, c'est absolument pas passionnant. Mais je me souviens m'être passionné quand même parce que je trouvais à la surface des plaques des moisissures, des choses comme ça, enfin bref. Mais ça, il faut être un peu fou parfois, mais je trouve que lorsqu'on travaille sur des images photographiques, il faut avoir un rapport à la fois artistique, un peu amoureux, enfin bref, c'est quelque chose qui est très très particulier. On ne peut pas être froid, scientifique, même s'il faut être rigoureux de manière scientifique, on ne peut pas avoir un rapport froid avec les œuvres sur lesquelles on travaille, c'est pas possible. Oui, la rigueur, je pense que le sérieux dans le travail, la rigueur, une certaine... pour être daguerreotypiste, il faut être un peu fantaisiste quand même. C'est important. Rigueur et fantaisie. Oui, dans la pratique daguerrienne, oui, il faut être un peu fantaisiste. Ouais. Super, et merci beaucoup. Merci monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!